Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'économie, Xavier Yvon qui est aux États-Unis pour suivre la campagne et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, les patrons entrent en campagne, titre La Croix, alors que s'ouvre l'université d'été du MEDEF. À l'image du reste de la société, à quelques mois de la présidentielle, les chefs d'entreprise affichent une méfiance croissante vis-à-vis de la classe politique, écrit le quotidien. Le Monde utilise même le mot de désillusion. Variante en une du Figaro, les entreprises interpellent les candidats. Dans les Échos, Pierre Gattaz, qui, vous vous en souvenez, avait longtemps porté un pin se promettant la création d'1 million d'emplois, double la mise. Il juge possible maintenant de créer 2 millions d'emplois. Allons-y avec, dit-il, les réformes adéquates. Le patron du MEDEF qui s'en expliquera tout à l'heure à 8h15 puisqu'il sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Vos journaux reviennent aussi largement sur le rêve américain de l'OM, comme l'écrit Aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, Thomas, je me permets de vous couper, Allez-y, c'est le Marion. même titre à la une de la Provence ce matin. Ah, le rêve américain de l'OM, donc c'est le titre d'Aujourd'hui en France et de la Provence. La Provence qui voit déjà le futur propriétaire Franck McCourt faire passer la devise du club de droit au but à droit au business. Il s'inscrit dans la lignée des patrons de l'Olympique de Marseille, charmeurs et hauts en couleur, qui de Marcel Leclerc à Bernard Tapie ont mélangé leur authentique amour du foot à une probité parfois douteuse, écrit l'équipe qui lui consacre sa une. Et puis 20 minutes nous raconte la rencontre entre deux mondes, deux univers. C'était hier au Vatican. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, reçu par le pape pour parler de la manière d'aider les plus pauvres. Et Zuckerberg en a profité pour offrir à François une maquette du drone qu'il entend utiliser pour connecter les zones les plus pauvres, isolées du monde. Mark Zuckerberg, l'homme, vous savez, à l'éternel t-shirt, dont on se demande d'ailleurs si c'est toujours le même, et qui pour l'occasion était, s'il vous plaît, en costume cravate, ce qui en soi est déjà un petit miracle. Mario Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Avec un bon plan signalé par le Télégramme, c'est le moment de remplir sa cuve de fioul, dont le prix reste bas, même si, paraît-il, il commence à remonter. Blocage en vue à la une de Nord Littoral lundi prochain. 2 opérations escargots et une chaîne humaine prévue autour de Calais, notamment sur l'A16. Commerçants, agriculteurs, routiers qui demandent un calendrier précis sur le démantèlement de la jungle. Et puis les journaux régionaux qui préparent aussi la rentrée. Après-demain, dès le plus jeune âge, comme dans l'Écho républicain qui assure que l'accueil des enfants de moins de 3 ans en classe se développe. L'histoire du jour, c'est le Watergate. Enfin, le Watergate ou presque à la nordiste. Où l'on apprend dans le Courrier Picard et France 3 Nord-Pas-de-Calais que Xavier Bertrand a fait faire un dépoussiérage au sein du conseil régional dont il a pris la tête cette année. Et un dépoussiérage, c'est pas juste un clou de plumeau dans les coins, c'est une vérification sous les tables, dans les lampes, dans les plafonds, qu'il n'y a pas de micro espion. Carrément. Les accès Wi-Fi, les badges, les serrures sont également changés. Et dans l'entourage du président du conseil régional, on assume, cela se fait en cas d'alternance. Ça n'a rien d'exceptionnel. Alors, question de méfiance vis-à-vis de la précédente majorité. Je ne suis pas James Bond comme le prédécesseur socialiste de Xavier Bertrand. Parce que s'il avait été James Bond, il aurait été réélu. Daniel Percheron qui ne trouve rien à redire à la démarche. Je comprends qu'il ait été attentif à ne pas être écouté. Moi, à mon époque, je ne risquais rien. Personne ne s'intéressait à ce que je disais dans mon bureau. Apparemment, ça n'a pas changé. Rien n'a été trouvé à l'issue de cette opération qui a tout de même coûté 5 000 €. Le plus étonnant, c'est que ça choque personne, en fait, visiblement, dans la région. Ouais, c'est très bien accepté. Peut-être faire une petite fouille du studio Europe 1. Enfin, nous, j'espère qu'on nous écoute, en l'occurrence. Axel de Tarlet, il y a un G20 en Chine dans quelques jours. Et la Chine ferme ses usines pour réduire la pollution. C'est sur le site du Figaro. Exactement. Est-ce que vous connaissez cette petite ville de Hangzhou ? C'est à 200 km. C'est une petite grande ville, non ? Une petite bourgade de 9 millions d'habitants, l'équivalent de la région parisienne. Voilà. Mais pour la Chine, c'est une petite bourgade. Eh bien, cette bonne ville de Hangzhou va accueillir dimanche et lundi prochain le G20 qui regroupe les 20 plus grandes économies développées. Donc, c'est le président Xi Jinping qui va accueillir... Alors, j'ai la liste des 20 pays du G20 parce que comme je sais que vous êtes retors, vous m'auriez dit, alors quels sont les pays du G20 ? Donc, Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite... Enfin bref, je ne vais pas tout les faire. Ça se termine avec Russie, Turquie. Donc, beaucoup de monde à Hangzhou dimanche prochain. Et la Chine, vous savez, est soucieuse de donner une belle image de son pays au reste du monde. Du coup, pour réduire la pollution, vacances imposées à partir de jeudi pour toutes les entreprises du centre-ville de Hangzhou. Mais certaines usines ont été priées de fermer leurs portes depuis 12 jours dans un rayon de 300 km autour de Hangzhou, donc au-delà de Shanghai, puisque j'ai dit tout à l'heure que Hangzhou était à 200 km de Shanghai. On parle là d'usines textiles, d'usines chimiques, de centrales à charbon qui tournent au ralenti depuis des semaines. L'objectif, c'est
ciel bleu. Alors vous savez que les Chinois sont coutumiers du fait, il avait déjà fait pour les Jeux Olympiques de Ah oui, à 2008, Pékin en 2008, il ouais. avait fait aussi pour un sommet Asie en 2014, la PEC. Et puis alors il faut que le ciel soit bleu, il faut aussi qu'on puisse y circuler aisément. Et donc il y a un deuxième objectif, c'est de réduire les embouteillages. Donc les citoyens sont incités à quitter la ville. Beaucoup d'habitants de On leur Hangzhou, paye je des ne sais pas vacances comment on dit, se sont vus offrir une semaine de vacances. Ah oui. Voilà, tout cela montre quand même la congestion plus sérieusement et la C'est quand même pollution. symptomatique. On est obligé de fermer Voilà. des usines Ouais. 12 jours pour avoir un Exactement. coin de ciel bleu. Et ça devrait quand même questionner les Chinois sur la durabilité de leur développement économique. Et puis nous, ça va nous questionner tout à l'heure à 7h45, puisque le fameux accord de la COP21, vous savez, il y a presque un an, là, qui était Oui. tambours et trompettes. Eh ben oui, je vois Natacha Polony qui est dans le studio qui fait de la flûte. C'est ça, pour l'instant, c'est de la flûte. Ça a été ratifié pour des pays qui représentent 1% des émissions de gaz à effet de serre. 1%, on en parlera avec Yannick Jadot tout à l'heure à 7h45. Mais tout de suite, une histoire de campagne dans la presse aux États-Unis. Avec vous, Xavier Yvon, ce matin, le site Politico qui pose la question: la Russie cherche-t-elle à fausser l'élection américaine? Décidément, c'est James Bond à tous les étages ce matin. Oui, ça fait peur, hein. On se croirait revenu au temps de la guerre froide, mais c'est une inquiétude grandissante ici à cause de ces nouvelles révélations de cyberattaques. Il y a eu une intrusion dans les fichiers électoraux de 2 États. Dans l'Illinois, les pirates ont eu accès aux noms, aux adresses, aux dates de naissance, aux numéros de téléphone, etc. de 200 000 électeurs. Et dans l'Arizona, il a fallu carrément déconnecter l'enregistrement en ligne sur les listes électorales. Alors le FBI a lancé une enquête et aussi une alerte à tous les responsables électoraux du pays. Selon le site Politico, on n'a jamais vu une menace de ce niveau, confie un officiel au site web, et tous les regards se tournent donc vers la Russie. Les hackers sont basés là-bas, affirment des responsables du renseignement américain cités notamment par la télé NBC. Certains dénoncent la main du Kremlin carrément derrière ces attaques dans le cyberespace parce que le mois dernier, quand des documents internes embarrassants pour les démocrates avaient été volés et révélés, eh bien c'était des pirates russes qui étaient derrière. Le camp Clinton avait accusé Vladimir Poutine d'aider Donald Trump à gagner la présidentielle, sachant que le milliardaire ne cache pas ses sympathies pour le maître du Kremlin. Alors vous l'avez dit, ça ressemble à un scénario à la James Bond avec le grand méchant espion russe, mais le risque est réel, disent les experts. En quelques clics, les pirates pourraient fausser le vote électronique qui existe dans certains États, ils pourraient pirater des machines à voter, comme en Floride, ou bien effacer des listes des tas d'électeurs, et ça, comme l'écrit Politico, ça pourrait faire des ravages le jour d'élection. Ouais, c'est un risque très très sérieux que vous pointez du doigt ce matin. Dès qu'on parle de machine à voter en Floride, on revoit le monsieur qui louchait en 2000 là, quand il faisait le décompte avec George Bush. J'espère qu'il va bien. Si un jour vous avez de ces nouvelles, n'hésitez pas à nous faire signe. À la télé ce soir, Eva Rock, secret d'histoire sur France 2 à 20h55. Et oui, alors Stéphane Bern a choisi de s'attaquer à Alexandre le Grand. Alors le sujet est aussi vaste que l'empire conquis par ce roi 365 avant notre ère quand même. C'est un héros qui a évidemment donné lieu à de multiples légendes, comme le racontent avec passion les historiens que vous verrez ce soir. Et je voulais voir si vous croyez à ces affirmations, ces petites légendes en l'occurrence. Est-ce que par exemple Alexandre était dresseur de chevaux? Non. Eh bien oui, en tout cas à l'âge de 12 ans. Au pif, là, À c'est l'âge très de 12 question. ans, il s'est retrouvé face à un cheval dont vous connaissez le nom qui s'appelle Bucéphale, que personne ne parvenait à maîtriser. Et la légende raconte que le cheval était apeuré par sa propre ombre. Alexandre a la solution. Il va symboliquement le tourner face au soleil pour que le cheval soit aveuglé et surtout pour qu'il ne voit plus son ombre. Et voilà, il était très malin, Alexandre. Et est-ce que Alexandre est d'après vous un descendant de Dieu? Non. Eh bien Oui. presque, c'est presque en fait. À Bah, Siwa, chacun pense qu'il eh veut. oui, en Égypte, il y a un oracle qui lui a souhaité la bienvenue dans son temple. Et voici ce qui s'est passé. Il fait un petit lapsus assez fâcheux. Au lieu de l'appeler en l'accueillant Paidion, mon fils, sa langue achoppe et il dit Pais Dios, fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été fils de Dieu, mais alors par une petite erreur. Est-ce qu'il aimait les fêtes d'après vous? Oui, il Ouais, était très évidemment. connu pour ça. Il faisait des fiestas incroyables. Exactement, des orgies où on buvait beaucoup et beaucoup trop. Il Écoutez. relatait une fête au cours de laquelle la récompense était très importante, l'équivalent à peu près de 300 000 € actuellement, pour celui qui boirait le plus. 35 des concurrents sont morts immédiatement et le vainqueur n'a survécu que 4 jours. Voilà, sont bien, ces vous l'aurez fêtes, dis donc. compris. C'est tout fait de petites histoires dans la grande histoire. C'est rythmé, c'est passionnant et ça donne surtout envie de partir en fait sur les traces de ce conquérant de la Grèce jusqu'en Inde. L'histoire en s'amusant, secret d'histoire sur France 2 à 20h55.